Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier le membre supérieur. On distingue au niveau de l'épaule 6 muscles qui naissent de la ceinture du membre thoracique et ils se terminent tous au niveau de l'humérus. On va commencer par étudier le muscle deltoïde. En fait, comme vous remarquez, le muscle deltoïde il est composé par 3 chefs. Un chef antérieur, un chef moyen et un chef postérieur. Ce muscle-là, il prend naissance au niveau de la clavicule, de l'acromion de la scapula ainsi que de l'épine de la scapula. Donc, je répète, le muscle deltoïde il est composé par 3 chefs, un chef antérieur, moyen et postérieur, et il prend naissance au niveau de la clavicule, l'acromion et l'épine de la scapula. La terminaison, elle est plus facile. Le muscle deltoïde, il se termine sur la tubérosité deltoïdienne au niveau de la face latérale de l'humérus. Ce muscle, il est innervé par le nerf axillaire, appelé également le nerf circonflexe, et il assure l'abduction de l'épaule. Passons maintenant à étudier le deuxième muscle qui sera le muscle supraépineux. Comme son nom l'indique, le muscle supraépineux, il prend naissance au niveau de la fosse supraépineuse de la scapula et il se termine au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par le nerf suprascapulaire et il est accessoire dans l'abduction de l'épaule. Car, comme on a dit, le muscle principal dans l'abduction de l'épaule, il est le muscle deltoïde. Le muscle suivant est le muscle infraépineux. Il prend naissance au niveau de la fosse infraépineuse et il se termine également au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par le nerf suprascapulaire comme pour le muscle supraépineux et il assure la rotation latérale du bras. Maintenant, on va étudier le muscle putyrant. Il prend naissance au niveau du bord latéral de la scapula et il se termine au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par le nerf axillaire et il assure la rotation latérale du bras. L'avant-dernier muscle qu'on va étudier sera le muscle grand rond. Il prend naissance au niveau du bord latéral de la scapula et il se termine au niveau de la crête du tubercule mineur de l'humérus. Il est innervé par le nerf subscapulaire et il assure l'adduction et la rotation médiale du bras. Le dernier muscle est le muscle subscapulaire. Il prend naissance au niveau de la fosse subscapulaire et il se termine au niveau du tubercule mineur de l'humérus. Il est innervé par le nerf subscapulaire
et il assure la rotation médiale du bras. Maintenant, on va étudier les muscles qui unissent le membre thoracique à la colonne vertébrale. On va commencer tout d'abord par étudier le muscle trapèze. Le muscle trapèze, il prend origine le muscle trapèze, il prend origine au niveau de l'os occipital, le ligament nucal, ainsi que les processus épineux de T1 à T12. Comme vous remarquez, le muscle trapèze, il prend naissance au niveau du processus épineux de C7 jusqu'à T12. Le muscle trapèze, il se termine, comme vous remarquez, il se termine au niveau de la clavicule de l'acromion et au niveau de l'épine de la scapula. Il est innervé par le nerf accessoire. Il a comme fonction de faire l'extension de la tête, la fixation de la scapula, ainsi que de faire l'élévation et l'adduction de l'épaule. Passons maintenant à étudier le muscle grand dorsal. Et ce muscle-là. Le muscle grand dorsal, il naît de l'aponevrose thoraco-lombaire, de la crête iliaque ainsi que la crête sacrale et de processus épineux de T7 à L5. Et je vais essayer de vous montrer. Donc, comme vous remarquez, il prend naissance des processus épineux de T7 jusqu'à L5. Le muscle grand dorsal, il est innervé par le nerf thoracodorsal et il assure l'extension du bras, l'adduction ainsi que la rotation interne du bras. Je répète, le muscle grand dorsal, il a comme fonction de faire l'extension du bras, l'adduction ainsi que la rotation interne du bras. Ces fonctions sont expliquées par le fait qu'il se termine au niveau du tubercule mineur de l'humérus. Ce muscle-là, lui, il s'appelle le muscle élévateur de la scapula. Je vais vous montrer l'origine de ce muscle. Voilà. En fait, le muscle élévateur de la scapula, il naît des processus transverses de C1 jusqu'à C4. Celle-là, c'est la première vertèbre cervicale. C2, C3, C4. Le muscle élévateur de la scapula, il naît des processus transverses de ces 4 vertèbres. Il se termine, comme vous remarquez, il se termine au niveau du bord supérieur, mais également du bord médial de la scapula. Donc on dit il se termine au niveau du bord supéro-médial de la scapula. Il est innervé
par le nerf dorsal de la scapula et il assure l'élévation et la rotation médiale de la scapula. Passons maintenant à étudier le muscle petit rhomboïde. Comme vous remarquez, il naît des processus épineux de C6, celle-là C6, celle-là C6-7 et il se termine au niveau du bord médial de la scapula. Il est innervé par le nerf dorsal de la scapula et il assure l'adduction de la scapula. Juste au-dessous, on distingue le muscle grand rhomboïde qui naît des processus épineux du T1 jusqu'à T4, celle-là T1, T2, T3 et T4, et il se termine, comme on a dit pour le muscle petit rhomboïde, au niveau du bord médial de la scapula. Il est innervé par le nerf dorsal de la scapula et également il assure l'adduction de la scapula. Maintenant, on va étudier les muscles qui unissent le membre thoracique au thorax. On va commencer tout d'abord par le muscle grand pectoral, qui est celui-là. Comme vous remarquez, le muscle grand pectoral est né de la clavicule, du sternum. Ici, il naît de la gaine du muscle droit de l'abdomen, qui est ce muscle-là. Également, le muscle grand pectoral, il naît des cartilages costaux. Ce muscle, il se termine au niveau de la crête du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par les nerfs pectoraux latéral et médial et il assure l'adduction et la flexion du bras. Le muscle suivant qu'on va décrire sera le muscle petit pectoral. Il naît des 3e, 4e et 5e côtes et il se termine au niveau du processus coracoïde de la scapula. Il est innervé par le nerf pectoral médial et il est abaisseur de la scapula. L'avant-dernier muscle sera le muscle dentelé antérieur, qui est celui-là. Comme vous remarquez, il naît de la première à la 10e côte. La terminaison, elle est profonde. Je vais essayer de vous montrer la terminaison. Allez. Comme vous remarquez, le muscle dentelé antérieur, il se termine sur le bord médial de la scapula. Il est innervé par le nerf thoracique lent et il a comme fonction de faire la fixation, l'abduction et la rotation latérale de la scapula. Mais sa principale fonction est qu'il intervient dans l'inspiration. Le muscle qu'on va étudier maintenant, il est le muscle subclavier, qui est ce petit muscle. Comme vous remarquez, il naît de la première côte et il se termine au niveau de la clavicule. Il est innervé par les nerfs pectoraux latéral
et médial, et il a comme fonction de faire l'adduction et la flexion du bras. Maintenant, on va décrire les muscles du bras. On va commencer par la face antérieure. Et tout d'abord, le muscle biceps. Comme vous remarquez, le biceps brachial, il est composé par deux chefs. Un chef long et un chef court. Je vais essayer de vous montrer l'insertion de chaque chef. Comme vous remarquez, le chef long, il naît du tubercule supraclinoïdal, tandis que le chef court, il naît du processus coracoïde. La terminaison, elle est commune et elle se fait. La terminaison se fait sur la tubérosité radiale et le fascia de l'avant-bras par l'expansion aponévrotique du biceps. Donc je répète, le muscle biceps, il se termine à la fois au niveau de la tubérosité radiale et au niveau du fascia de l'avant-bras par l'expansion aponévrotique du biceps. Le biceps brachial, il est innervé par le nerf musculocutané et il a comme fonction de faire la flexion du coude. On a ainsi fini avec le biceps brachial et on va étudier le deuxième muscle qui sera le coracobrachial. Son appellation s'explique du fait qu'il naît du processus coracoïde et il se termine au niveau du tiers moyen de la face médiale de l'humérus. Comme le biceps brachial, il est innervé par le nerf musculocutané, mais la particularité c'est qu'il est même traversé par ce nerf. Son action est de faire la flexion du bras. Le troisième muscle et le dernier de la face antérieure du bras sera le muscle brachial antérieur. Il naît du tiers moyen de la face latérale et médiale de l'humérus et il se termine au niveau de la tubérosité ulnaire. Il est également innervé par le nerf musculocutané et il a comme fonction de faire la flexion du coude. On a ainsi fini avec la face antérieure, passons à étudier la face postérieure du bras. La face postérieure comprend un seul muscle qui est le triceps. Le muscle triceps, il est composé par trois chefs. Un chef long qui naît. Voilà, vous remarquez bien que le chef long, il naît du tubercule infraglinoïdal de la scapula. Un chef latéral. Et juste au-dessous, le chef médial. Les deux chefs latéral et médial naissent de la face postérieure de l'humérus. La terminaison du muscle triceps se fait sur l'olecrane. Ce muscle, il est innervé par le nerf radial. Il a comme action de faire l'extension du coude. Donc, si je résume ici, on a dit que le muscle triceps, il se termine au niveau de l'olecrane. Il a comme action de faire l'extension du coude. Ainsi,
Si devant un patient, on suspecte la fracture de l'olecrâne, on lui demande de faire l'extension du bras. S'il ne parvient pas à la faire, on est sûr qu'il s'agit vraiment d'une fracture de l'olecrâne. Cette partie de la vidéo sera consacrée à la description des muscles de l'avant-bras. On va commencer tout d'abord par la face antérieure. Les muscles de la face antérieure, on peut les diviser en 4 plans. Un plan superficiel, ensuite le plan des muscles fléchisseurs superficiels des doigts, puis le plan des muscles fléchisseurs profonds, et on termine par le plan profond. Notre description va suivre en quelque sorte cet ordre-là. Donc, on va tout d'abord commencer par les muscles du plan superficiel, au niveau duquel on distingue le muscle fléchisseur radial du carpe. Comme vous remarquez, le fléchisseur radial du carpe, il naît de l'épicondyle médial de l'humérus. Et il se termine au niveau de la face antérieure de la base du deuxième métacarpien. Il est innervé par le nerf médian. Il assure la flexion du poignet, mais il intervient également dans l'abduction de la main. Et par abduction, on veut dire l'inclinaison latérale de la main. Le deuxième muscle est le muscle long palmaire. Il naît également de l'épicondyle médial de l'humérus et il se termine par l'aponévrose palmaire de la main. Il est innervé par le nerf médian et il assure la flexion du poignet. Juste une remarque, ce muscle il est inconstant, c'est-à-dire on peut ne pas le trouver chez certaines personnes. le troisième muscle Et le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Aussi, il naît de l'épicondyle médial et il se termine sur l'os pisiforme. Il est innervé par le nerf ulnaire et il intervient dans la flexion du poignet, mais aussi dans l'adduction de la main. Et par adduction, on veut dire l'inclinaison médiale. On passe ensuite au muscle rond pronateur. En fait, ce muscle il est composé par deux chefs, un chef huméral et un chef ulnaire. Et donc, il possède deux origines. La première au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus, la deuxième au niveau du processus coronobite de l'ulna. La particularité de ce muscle, c'est qu'il est traversé par le nerf médian qui va passer entre les deux chefs. La terminaison du muscle rond pronateur se fait au niveau du tiers moyen de la face latérale du radius. Comme on a dit, il est innervé par le nerf médian et c'est tout à fait logique qu'il assure la pronation. Le dernier
muscle du plan superficiel et le muscle brachioradial, appelé également le long supinateur. Comme vous remarquez, il naît du quart inférieur de la face latérale de l'humérus. Et il se termine sur le processus styloïde radial. Il est innervé par le nerf radial et il assure la supination. en plus de la flexion de l'avant-bras. Ayant fini avec le plan superficiel, on passe ainsi au plan de muscle fléchisseur superficiel des doigts. Il naît de l'épicondyle médial de l'humérus. Il s'agit en fait de 4 muscles regroupés ensemble qui vont descendre du proximal en distal sur la face antérieure de l'avant-bras. Il se différencie en 4 tendons au niveau du tiers inférieur de l'avant-bras. Voilà. Comme vous remarquez, il se différencie en 4 tendons au niveau du tiers inférieur de l'avant-bras. Les 4 tendons vont passer dans un tunnel qu'on appelle le canal carpien. Chaque tendon va se diriger vers un doigt long. C'est-à-dire, comme vous remarquez, il n'y a aucun tendon des fléchisseurs communs superficiels qui va atteindre le pouce, juste les doigts longs. Et chaque tendon, il va se terminer plus précisément au niveau des 2 faces latérales de la deuxième phalange, c'est-à-dire la phalange intermédiaire. Les fléchisseurs communs superficiels du doigt sont innervés par le nerf médian et leur rôle, il est bien sûr de faire la flexion des doigts et plus précisément, c'est la flexion de la deuxième phalange sur la première, donc la flexion de l'interphalangienne proximale. On passe au plan des muscles fléchisseurs profonds, au niveau duquel on distingue 2 muscles. Le premier est le fléchisseur commun profond des doigts. C'est ce muscle-là. Également, il s'agit en fait de 4 muscles qui se regroupent ensemble. Ils naissent de l'ulna et de la membrane interosseuse. Et ils sont destinés aux doigts longs. Mais la terminaison, elle est différente des fléchisseurs communs superficiels. En effet, les fléchisseurs communs profonds se terminent sur la face antérieure de la base de la troisième phalange, c'est-à-dire la phalange distale. Ils passent également à travers le canal carpien. L'innervation, elle est plus compliquée que celle des fléchisseurs communs superficiels, vu que le premier et le deuxième tendons de fléchisseurs communs profonds sont innervés par le nerf médian, tandis que le troisième et le quatrième sont innervés par le nerf ulnaire. L'action, elle est tout à fait simple, c'est de faire la flexion de la troisième phalange sur la deuxième, et ainsi
faire la flexion de l'interphalangienne distale. Juste ici, une remarque. Ces muscles-là correspondent au tendon des fléchisseurs communs superficiels. Si vous remarquez, en quelque sorte, on dit que ces tendons sont traversés par le tendon des fléchisseurs communs profonds. Donc, on dit bien que les fléchisseurs communs superficiels sont perforés, tandis que les fléchisseurs communs profonds sont perforants. Le deuxième muscle au niveau de ce plan est le muscle long fléchisseur du pouce. Il naît du radius, de la membrane interosseuse. Il passe également par le canal carpien. Il se termine au niveau de la base de la phalange distale du pouce. Il est innervé par le nerf médian et il assure la flexion de l'interphalangienne du pouce. On termine par le plan profond, au niveau duquel on distingue également deux muscles. On a tout d'abord le muscle carré pronateur. Il naît au niveau quart inférieur de la face antérieure de l'ulna et il se termine au niveau du quart inférieur de la face antérieure du radius. Il est également innervé par le nerf médian et il assure la pronation. Le deuxième est le muscle supinateur. Appelé le muscle supinateur ou également le court supinateur. Il est composé en fait par deux chefs, un chef superficiel et profond entre lesquels va passer le nerf radial. Il a deux origines. La terminaison se fait de la manière suivante. Le faisceau superficiel se termine au niveau du bord antérieur du radius, tandis que le faisceau profond il se termine au niveau du col du radius. Il est innervé par le nerf radial et il assure la supination. Tous ces muscles qu'on a décrits, si vous remarquez, leur origine est à l'extérieur, tandis que leur terminaison se trouve au niveau de la main. Aussi, ils ont comme origine l'avant-bras, mais leur action, elle est au niveau de la main. Donc, on les appelle les muscles extrinsèques. Ainsi, en cas de section traumatique de ces muscles, le déficit de flexion va s'observer au niveau de la main. Restons au niveau de l'avant-bras, mais on va s'intéresser au groupe postérieur des muscles. Ces muscles, ils ont comme action principale l'extension, que ce soit du poignet ou bien l'extension des doigts. Ils sont tous innervés par le nerf radial. Et pour faciliter la description, on va les diviser en deux plans. Un plan superficiel et un plan profond. Au niveau du plan superficiel, on distingue tout d'abord au muscle long extenseur radial du carpe.
Il naît de la crête supracondylaire latérale de l'humérus. Et il se termine la face postérieure de la base du deuxième métacarpien. Le muscle long extenseur radial du carpe, il est innervé par le nerf radial et il assure L'extension et l'abduction de la main, c'est-à-dire l'inclinaison latérale de la main. le deuxième muscle est le court extenseur radial du carpe. Il naît de l'épicondyle latéral de l'humérus et il se termine au niveau de la face postérieure de la base du troisième Métacarpien. Donc je répète, le muscle court extenseur radial du carpe se termine au niveau de la face postérieure de la base du troisième Métacarpien. Il est innervé par le nerf radial et il assure l'extension du poignet. Le troisième muscle, l'extenseur ulnaire du carpe. Il naît également de l'épicondyle latéral de l'humérus et il se termine au niveau de la face postérieure de la base du cinquième métacarpien. Il est également innervé par le nerf radial et il assure, en plus de l'extension du poignet, l'adduction de la main, c'est-à-dire l'inclinaison médiale de la main. Puis on a le muscle extenseur des doigts. Comme vous remarquez, il naît de l'épicondyle latéral de l'humérus. Il descend de proximal en distal pour se diviser en 4 tendons. Chaque tendon se dirige vers un os long et chaque tendon va se terminer en fait sur les 3 phalanges. Le fait que le tendon du muscle extenseur commun de doigt se termine premièrement au niveau de la base de la première phalange, cela explique qu'il intervient dans l'extension de la métacarpophalangienne. Et vu qu'il se termine également au niveau de la base de la phalange intermédiaire, il intervient aussi dans l'extension de l'interphalangienne proximale. Du même, il intervient dans l'extension de l'interphalangienne distale car il se termine sur la base de la phalange distale. Comme on a dit, ce muscle extenseur commun des doigts, comme tous les muscles de la face postérieure, sont innervés par le nerf radial.
Celui-là est le muscle extenseur propre du cinquième doigt. Il naît également de l'épicondyle latéral de l'humérus et il se termine sur le tendon de l'extenseur des doigts. Passons maintenant au muscle du plan profond. On va commencer tout d'abord par le long extenseur du pouce. Comme vous remarquez, il naît de l'ulna et de la membrane interosseuse et il se termine au niveau de la face postérieure de la base de la phalange distale du pouce. Il assure ainsi l'extension de l'interphalangienne. Le deuxième muscle est le corps extenseur du pouce, qui naît de la membrane interosseuse et se termine au niveau de la face postérieure de la base de la première phalange du pouce. Il assure ainsi l'extension de la métacarpophalangienne. Le long abducteur du pouce, il naît à la fois de l'ulna, de la membrane interosseuse et du radius, et il se termine au niveau de la face latérale de la base du premier métacarpien. Il est ainsi responsable de l'abduction du pouce. Et également de l'extension du pouce. Le dernier muscle est le muscle extenseur propre du deuxième doigt ou aussi de l'index. Il naît de l'ulna et de la membrane interosseuse et il se termine sur la face postérieure de l'index. Il assure l'extension du deuxième doigt. On va décrire les muscles intrinsèques, qui sont par définition des muscles dont l'origine et la terminaison se trouvent dans la main. Ils sont ainsi responsables de mouvements de précision des doigts, contrairement aux extrinsèques qui sont des muscles puissants. Les muscles intrinsèques sont au nombre de 20, organisés en 5 groupes. Chaque groupe comporte 4 muscles. On va tout d'abord décrire les muscles de l'éminence thénare, qui est cette région-là. On va distinguer le muscle court abducteur du pouce, le court fléchisseur du pouce, l'opposant du pouce et le muscle adducteur du pouce. Le court abducteur du pouce, il est innervé par le nerf médian. L'opposant du pouce, lui, il est aussi innervé par le nerf médian. Ce muscle-là, qui est le muscle court fléchisseur du pouce, il est en fait composé par deux chefs, un chef superficiel et un chef profond. Le chef superficiel, il est innervé par le nerf médian, tandis que le chef profond, il est innervé par le nerf ulnaire. Le dernier muscle dans l'éminence thénare, qui est le muscle adducteur du pouce, il est également composé par deux chefs, un oblique et un chef transverse, les deux innervés par le nerf ulnaire. Ces 4 muscles sont destinés au pouce pour lui faire assurer une fonction primordiale qui est la pince polycidigitale. Et comme vous remarquez, le nerf médian est le nerf dominant dans la loge thénare. Passons à la description des muscles de la loge hypothénare, qui sont également au nombre de 4. On a tout d'abord le court abducteur du cinquième doigt. Ensuite, on a le court fléchisseur du cinquième. Et celui-là qui est l'opposant du cinquième doigt. Il y a un autre muscle qui est le court palmaire. Il est un muscle inconstant, c'est-à-dire on peut ne pas le trouver chez certaines personnes.
Le muscle co-abducteur, il est innervé par le nerf ulnaire, comme le reste de ces muscles de la loge hypothénale. On distingue 4 muscles lombricaux. Le premier, l'ombrical, le deuxième, le troisième et le quatrième, l'ombrical. Ce sont des muscles très particuliers. En effet, ils prennent origine au niveau des tendons des fléchisseurs communs profonds et ils se terminent au niveau des tendons extenseurs. Le premier et le deuxième, l'ombrical, sont innervés par le nerf médian, tandis que le troisième et le quatrième sont innervés par le nerf ulnaire. Ces muscles lombricaux assurent la flexion de la métacarpophalangienne et l'extension de l'interphalangienne proximale et distale. Les interosseux palmaires sont également en nombre de 4. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, ils sont tous innervés par le nerf ulnaire et ils ont comme fonction de rapprocher les doigts. On distingue 4 interosseux dorsaux. Celui-là est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième interosseux dorsal. Ils sont tous innervés par le nerf ulnaire et ils assurent l'écartement des doigts. Maintenant, on va détailler la vascularisation du membre thoracique droit. Et je vais essayer de la décrire comme étant une petite histoire. Du cœur naît la crosse de l'aorte, à partir de laquelle va apparaître le tronc artériel brachiocéphalique. Ce tronc va se diviser en deux, l'artère carotide commune droite et l'artère subclavière droite. Au niveau du bord postérieur de la clavicule, l'artère subclavière va se transformer en l'artère axillaire droite. Juste au niveau du bord inférieur du muscle grand pectoral, l'artère axillaire va se transformer en l'artère brachiale droite. L'artère brachiale va descendre dans la région antéromédiale du bras et à peu près 3 cm au-dessous du pli du coude, l'artère brachiale va se diviser en deux. L'artère radiale du côté latéral et l'artère ulnaire du côté médial. L'artère ulnaire va donner une autre branche qui s'appelle l'artère interosseuse. L'artère radiale et l'artère ulnaire, les deux vont descendre le long du bras. Il y a une particularité ici. En fait, l'artère ulnaire accompagnée du nerf ulnaire vont rejoindre la main en passant par un canal qui s'appelle le canal de Guyon. L'artère ulnaire
avec l'artère radiale et l'interosseuse vont rejoindre la main pour former les arcades artérielles, superficielles et profondes. L'artère axillaire donne certaines branches qui sont les suivantes. Tout d'abord, on a l'artère thoracique supérieure. Ensuite, on a le tronc thoraco-acromial, puis l'artère thoracique latérale. Celle-là est l'artère subscapulaire qui va se diviser en deux. L'artère thoracodorsale et l'artère circonflexe de la scapula. Finalement, on a l'artère circonflexe humérale antérieure et l'artère circonflexe humérale postérieure. L'artère brachiale donne également certaines collatérales, qui sont les suivantes. On a l'artère brachiale profonde, celle-là est l'artère collatérale ulnaire supérieure. Les autres branches sont l'artère deltoïdienne et l'artère nourricière de l'humérus. Comme on a dit, la vascularisation de la main est assurée par l'artère radiale, l'artère ulnaire et l'artère interosseuse. Ils forment ensemble ce qu'on appelle les arcades palmaires superficielles, comme celle-là, et profondes, comme celle-là. À partir de ces arcades vont naître 5 artères intermétacarpiennes. Par exemple, vous voyez en fait les artères métacarpiennes qui naissent des arcades palmaires. Les artères intermétacarpiennes vont se diviser chacune en artères collatérales digitales, de manière à ce que chaque doigt est vascularisé par 2 artères collatérales. Voilà. Vous voyez bien, en fait, ce sont les artères intermétacarpiennes qui vont se diviser en 2 collatérales digitales, de telle façon que chaque doigt il est vascularisé par 2 artères collatérales. Le membre thoracique est drainé par 2 systèmes veineux, un superficiel et un système profond. On va commencer par le système veineux superficiel. Il est composé par 2 veines, la veine céphalique et la veine basilique. Voilà, c'est la veine céphalique. Normalement, la veine céphalique, elle naît au niveau de la face dorsale du pouce. Elle remonte ensuite donc, vous remarquez en fait que la veine céphalique, elle remonte du côté antérolatéral de l'avant-bras, du bras ensuite, et elle se termine en décrivant une crosse au niveau de la veine axillaire. La veine suivante est la veine basilique. Elle naît au niveau de la face postérieure de l'auriculaire.
et elle se termine Comme vous remarquez, la veine basilique, elle se termine au niveau du tiers proximal de l'humérus dans la veine brachiale, qui est celle-là. Donc je répète, la veine basilique, elle se termine au niveau du tiers proximal du bras, au niveau de la veine brachiale. On a ainsi fini avec le système veineux superficiel. Concernant le système veineux profond, il est composé par des veines profondes de l'avant-bras ou du bras qui sont satellites des artères. On va terminer avec la veine axillaire qui est celle-là. Comme l'artère axillaire, la veine axillaire est née au niveau du bord inférieur du muscle grand pectoral. Ensuite, elle va se drainer dans la veine subclavière. Le plexus brachial qui est coloré en jaune, il est situé entre les muscles scalènes antérieurs et le muscle scalène moyen. Il est formé par deux troncs séparés par l'artère et la veine axillaire. On va détailler maintenant la composition du plexus brachial. Tout d'abord, on a la racine C4 qui va rejoindre la racine C5. La racine C5 va se réunir avec C6 pour former ensemble le tronc supérieur. La racine C7 à elle seule va former le tronc moyen. Finalement, la racine C8 va rejoindre la racine D1 pour former le tronc inférieur. Chaque tronc va donner à la fois une branche antérieure et une branche postérieure. Par exemple, voici les branches postérieures qui vont se réunir pour former un faisceau postérieur à partir duquel va naître le nerf axillaire, appelé également le nerf circonflexe, et le nerf radial. Tandis que les branches antérieures, elles vont se réunir pour former deux faisceaux. Un faisceau latéral et un faisceau médial. Le faisceau latéral va donner tout d'abord le nerf musculocutané. Et le faisceau médial va donner le nerf ulnaire. Les deux faisceaux vont donner chacun une branche. Voilà. Ces deux branches vont se réunir pour former le nerf médian.